Bonjour à tous et bienvenue sur TV Finance dans la matinale de l'entrepreneur, notre rendez-vous économique et financier. Nous recevons ce matin Eric Souk, président fondateur de Haddock Conseil, une société spécialisée dans les transactions immobilières et notamment dans les ventes de terrains constructibles et d'immeubles à rénover. Bonjour Eric. Bonjour Anne-Laure, merci de votre invitation. J'allais dire, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors pour commencer, peut-être présentez-nous votre société brièvement, son activité, ses effectifs. Donc Haddock Conseil est impliqué principalement historiquement dans le sud-ouest de la France. Comme on l'entend avec votre charmant accent. Oui, peut-être, oui, je crois qu'il dénote un peu des accents parisiens. Ah, oui. Il est beaucoup plus agréable, je vous rassure. Ouais, je ne sais pas, il sent un peu plus le soleil en tout cas. Donc on fait tous les métiers de l'immobilier. On est principalement donc axé, comme vous l'avez précisé, sur la vente de terrains constructibles pour les promoteurs, ainsi que d'immeubles à rénover pour des opérateurs qui donc en feront un immeuble neuf dans l'ancien pour après soit le vendre en résidence principale, soit en investissement locatif. On est une quinzaine de personnes actives et on avance petit à petit. Et vous fêtez cette année le 30e anniversaire de la société. J'ai démarré l'activité seul il y a 30 ans. Alors juste avant de passer vraiment au cœur du sujet, est-ce que moi je me pose la question, est-ce qu'il y a encore des perspectives dans ce marché immobilier? On a l'impression qu'il y a tellement de concurrence. Alors les perspectives sont excellentes puisque, bon, d'une part malheureusement la vie du 21e siècle et la fin du 20e siècle fait que beaucoup de gens vivent seuls et sont séparés. Donc avant on avait un couple qui avait un logement, aujourd'hui il en faut deux. Il manque grosso modo 750 000 logements parce qu'il y a des villes qui attirent beaucoup de population. En France, il manque 750 000 Il manque 750 000 logements en France, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont vides bien sûr, mais dans des endroits où personne ne va vivre. Et le meilleur exemple, c'est la ville de Toulouse, qui n'est pas très loin de chez moi, où tous les ans, il y a 17 000 nouveaux arrivants. 17 000 nouveaux arrivants, il faut les loger. Ça s'explique comment? Ça s'explique parce qu'ils sont inspirés par les activités de Toulouse, qui sont l'aéronautique, l'aérospatiale, qui est en plein développement, avec des carnets de commandes qui sont pleins pour une dizaine d'années. Donc il y a des flux migratoires qui font aussi qu'il y a des secteurs géographiques où on manque de logements. Donc il faut soit réhabiliter l'ancien, soit construire des nouveaux logements. Alors concrètement, quelle est votre valeur ajoutée sur la vente d'un terrain constructible par exemple? Alors notre valeur ajoutée, elle va être principalement en évitant aux particuliers ou aux entreprises venderesses les pièges qui sont plus ou moins tendus par les promoteurs, sachant que les promoteurs ont des enjeux financiers très importants, ils sont indirectement liés à des modifications fiscales ou juridiques, les lois peuvent évoluer en cours de construction ou en cours d'étude de dossier, donc il faut qu'ils prennent le maximum de précautions. Ces précautions vont donc à l'inverse de nos mandants, puisque nos mandants c'est les vendeurs des terrains. Donc nous on essaye de minorer au maximum les sorties de secours que se laissent les promoteurs et d'obtenir pour les particuliers les meilleures options financières, et sachant qu'on peut aussi leur apporter des astuces, par exemple des organismes sociaux qui normalement achètent un peu moins cher que les promoteurs privés, eux ont des avantages des fois, c'est-à-dire que sur la même parcelle, ils peuvent construire plus que du privé. Donc même s'ils achètent le mètre carré moins cher, comme ils peuvent construire plus, ça peut tout à fait contrebalancer. Ou des fois aussi, il y a des contraintes de plus-value pour des gens qui viennent d'hériter par exemple, et s'ils vendent un organisme social, dans certaines conditions, ils n'ont pas de plus-value. Donc in fine, l'achat du mètre carré qui est inférieur au prix du marché devient après fiscalité ou après surcost, on appelle ça dans le métier, plus intéressant pour les vendeurs. Alors vous venez de le dire, qui sont les vendeurs? Ce sont plutôt des particuliers, les vendeurs de ces terrains, et comment vous faites pour les trouver? Tous les propriétaires de terrains, donc ça peut être des institutionnels, ça peut être des particuliers, des administrations, des centres de vacances. On travaille beaucoup avec les centres de vacances de Total, puisque historiquement on est à Pau avec Elf qui a été racheté par Total, donc historiquement on est en phase avec eux. Et pour les trouver, on a un réseau ou plusieurs réseaux d'apporteurs d'affaires qui sont les notaires, les experts comptables, les géomètres, les confrères agents immobiliers, les mairies. Quand on a eu de bonnes relations avec des services d'urbanisme, régulièrement, ils nous mettent en relation avec des clients potentiels vendeurs. Et alors, quels sont les enjeux et les contraintes de ce segment particulier de l'immobilier que sont donc les terrains constructibles? Est-ce que vous avez des concurrents d'abord?
Oui, forcément, il y a des concurrents, mais dans cette particularité de vente de terrains constructibles, il y a peu de concurrents pour plusieurs raisons. La première, qui est la moins contraignante, c'est qu'il faut quand même cumuler un certain nombre de compétences dans l'immobilier. Lesquelles ? Il faut maîtriser la location, il faut maîtriser la vente, il faut maîtriser la fiscalité, les règles d'urbanisme, savoir monter un dossier de capacité de terrain, un dossier de faisabilité. Et après, dans ce métier, on est, dans le meilleur des cas, rémunéré au bout d'1 an et demi, 2 ans. Ah oui. Et dans le pire des cas, on n'est jamais rémunéré. Et l'exemple le plus contraignant pour moi, c'est il y a un taux d'échec important. Il y a un taux d'échec important, non, mais suivant le cas où on est en concurrence ou pas avec un certain nombre de promoteurs ou d'agents immobiliers, il y a un certain nombre d'échecs. Et dans certains cas, enfin, l'exemple le plus compliqué pour moi, c'est que j'ai signé un mandat de vente en 2008 et on va signer l'acte authentique l'été 2020. Oui, mais là, c'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel, rassurez-moi. Oui, normalement, c'est quoi les délais? Non, le délai moyen, c'est 3 ans. Ouais, le délai moyen, ce qui est déjà pas mal. Hein, oui, c'est assez long. Oui, donc, quand on démarre cette activité, c'est difficile de démarrer une activité en se disant éventuellement, j'aurai ma première rémunération dans 3 ans. Et alors, concernant maintenant les immeubles à rénover, dont vous nous avez parlé en introduction, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples concrets? Alors, le schéma est un petit peu ressemblant, sauf qu'on part de l'immeuble qui est déjà construit. Une des contraintes sur les terrains constructibles, c'est que quand on a un permis, on a souvent des recours. C'est-à-dire que les voisins, qui à tort ou à raison, ou avec des idées plus ou moins avouables, font des recours sur les permis. Donc sur les immeubles à rénover, c'est tout à fait exceptionnel. Donc on part d'un immeuble vétuste, le plus souvent libre de toute occupation, ou en tout cas sur l'habitation, que l'on va rénover pour le revendre, soit avec des lois Malraux, déficit foncier, monuments historiques, maintenant la loi Pinel dans l'ancien ou de Normandie, donc c'est des lois incitatives à l'investissement immobilier, ce qui nous permet d'exercer nos talents d'impôt-thérapeute, puisqu'on a déposé la marque impôt-thérapeute il y a une quinzaine d'années, donc on soigne les impôts légalement, cela va de soi. Oui, c'est très bien. Oui. Et puis l'État y trouve son compte, puisque justement ça permet de redynamiser les centres-villes, recréer des logements neufs sur des immeubles vétustes et qui étaient inoccupés dans certains cas depuis des années. On est d'accord, c'est vétuste, c'est pas insalubre. Non, insalubre, ça peut jouer aussi, parce qu'à vrai dire, plus il est dans un état de délabrement, plus fiscalement ça va être intéressant pour nos clients acheteurs après avoir réalisé la réhabilitation de l'immeuble. Et les mairies sont emballées par notre activité puisqu'on contribue à embellir les centres-villes. Oui, on comprend pourquoi. Ici, on a beaucoup en France Ah oui, il y en a beaucoup, ça paraît. Beaucoup dans les villes, j'imagine. Oui. Alors plus les villes, plus ce sont des petites villes, moins il y a de croissance de population, donc moins ça a été travaillé, donc forcément il y en a d'autant plus. Il y a la loi de Normandie, je fais la publicité donc de notre ministre de Normandie, puisque à titre professionnel dans l'urbanisme et l'immobilier, il est très rationnel. Contrairement à Madame Duflot que nous avons eu avant comme ministre, je profite pour régler mes comptes. Ouais. Mais j'allais vous dire, il fait bien sa publicité, de toute façon. Oui, mais il fait d'un point de vue technique, c'est très bien. Donc il a créé une loi qui s'applique, la loi de Normandie. Donc chaque ministre a la chance d'avoir son nom associé à une loi. Et donc il a créé une loi sur 220 villes en France, des petites villes qui périclitaient, pour justement inciter les investisseurs à acheter des appartements restaurés dans les cœurs de centre. Et alors à qui ils appartiennent ces immeubles à rénover, ces immeubles vétustes et j'allais vous dire, et qui fixe le prix de ces biens? Alors, les immeubles appartiennent, un peu comme les terrains, un petit peu à tout le monde, des institutionnels, des mairies, des conseils généraux, des particuliers, des familles qui sont suffisamment argentées pour laisser se délabrer certains immeubles, ou des fois ils en ont plusieurs, donc je les incite à en vendre un ou deux pour pouvoir eux-mêmes rénover les autres et encaisser des revenus, puisqu'ils ont un patrimoine, mais c'est un patrimoine qui n'a pas de revenus. J'ai oublié la fin de votre question. Et justement, à qui ils appartiennent et comment se fixe le prix? Alors, sur un immeuble insalubre, on a du mal à imaginer le prix. Alors, le prix se fixe en partant de la location. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut un petit peu maîtriser la location. Parce que le montant de la location du mètre carré va induire le montant de la vente pour l'opérateur quand il aura à restaurer. Et après, on rajoute les taxes, les coûts de restauration, un peu d'ingénierie, un peu de commercialisation, puisqu'on les aide à vendre les biens, ce qui permet de remonter au prix de la valeur de l'immeuble.
C'est tout à fait comptable. Un vrai calcul. Oui, c'est un bilan qui permet de sortir le prix d'achat de l'opérateur ou du promoteur. Et alors vous, comment vous vous rémunérez sur ce type de bien? Alors nous sommes rémunérés un pourcentage de la transaction. D'accord. Ce qui a aussi bien sur les terrains constructibles voilà, que sur les immeubles. C'est exactement le même système. Donc l'intérêt pour nous, c'est de vendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, au prix le plus fort, puisqu'on gagnera d'autant mieux notre vie, et avec les contraintes les plus basses sur la promesse de vente, pour que ça se fasse le plus vite et le mieux. Et dans les meilleures conditions pour le vendeur. Et dans les meilleures conditions. On a exactement le même intérêt que les vendeurs. On veut que ça aille le plus vite possible avec les meilleures conditions, sachant que les acheteurs, forcément, eux, ils préfèrent acheter à un prix le plus bas possible, ça paraît évident, et avec des conditions qui leur laissent le maximum de chances de pouvoir s'échapper si le contexte changeait, ou comme en 1992, l'immobilier dans le neuf s'est arrêté du jour au lendemain, et donc il y a beaucoup de promoteurs qui ont fait faillite parce qu'ils n'avaient plus de clients. De toute façon, c'est là qu'intervient votre savoir-faire, voilà, justement. C'est là qu'intervient notre savoir-faire. Ou un exemple aussi qui est assez probant, c'est que dans certains cas, un opérateur vous propose un prix vraiment au-delà de la réalité, sachant que lui, il sait très bien qu'il n'achètera pas à ce prix-là, mais par ailleurs, comme il a un immeuble 2 rues plus loin qui va mettre en commercialisation dans 3 mois, il ne veut pas avoir un concurrent dans le même quartier, donc il préfère bloquer votre immeuble un certain temps et après le renégocier. Oui, il faut connaître les ficelles, des promoteurs. Voilà, il y a de gros enjeux, donc les promoteurs, je les respecte tout à fait. Chacun son métier. Voilà, je les respecte tout à fait. Je travaille en phase avec eux depuis des années. Je connais leurs contraintes. Je sais qu'eux aussi ont besoin de se sécuriser. Okay. Et donc, juste pour terminer, ces segments, on l'a vu, sont vos relais de croissance aujourd'hui. Oui. Quelles sont les prochaines étapes de développement pour vous ? Alors les prochaines étapes, bon, vous l'avez vu sur la carte, une grosse partie de notre activité historiquement se situe dans le sud-ouest. Là, donc on a travaillé un peu plus loin. On est allé pas mal vers l'est de la France et on essaye de venir vous voir un peu dans le nord. Enfin, moi, le nord, c'est au-dessus de la Loire ou au moins au-dessus de la Garonne. Et donc le segment, c'est de pouvoir donc développer cette activité sur toute la France et dans un second temps créer des franchises pour avoir des partenaires on pourra appuyer sur l'aspect technique et juridique et commercial, et eux pourront, sur leur secteur d'activité, faire remonter des terrains constructibles ou des immeubles à rénover. On vous souhaite en tout cas de parvenir à développer ce réseau de franchise. Merci beaucoup. Eric Souk, je le rappelle, vous êtes président fondateur d'Ad Hoc Conseil.